France3.fr, Gérard Salama, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que gynécologue accoucheur? Écoutez, moi je vais au cœur du débat puisque je suis à la fois accoucheur et que je m'occupe de stérilité. Donc je suis tellement au cœur du débat que je sais et personne ne peut savoir combien une femme, un couple qui a envie d'avoir un enfant est prêt à tout. Mais le problème, c'est que quand il est prêt à tout, il est prêt à tout, il est en situation aussi parfois de faiblesse, et donc il est prêt à tout et aussi à n'importe quoi. C'est-à-dire la porte ouverte à la dérive aussi. Et c'est là le danger. Moi, quand j'entends Sandra, c'est un témoignage extrêmement attachant, et moi je ne peux qu'adhérer en tant que médecin. Mais il faut savoir aussi que la grossesse pour autrui, c'est pas seulement ça. On a des cas, et il faut qu'on en parle, il faut que les gens le sachent, c'est qu'il y a des cas comme Sandra qui sont clairs, codifiés et bien encadrés. Et puis, il y a eu des dérives, il y a eu des femmes qui ont proposé leur utérus pour des sommes X, peu importe d'ailleurs, dans des pays où c'était très libéralisé. Et puis, il y en a une particulièrement qui, au bout de 6-7 mois, a décidé que c'était plus 10 000 ou 15 000 $, c'était 30 000. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le père, il y a eu conflit, le père et les parents ont dit non, on n'adhère pas à ça. Elle a décidé que l'enfant, elle leur a dit que l'enfant était mort, et elle a mis son enfant en vente sur Internet. Alors, on part d'une situation idéalisée et très touchante et très attachante à ce genre de dérive. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que le législateur ne veut pas trop se mouiller. Et je suis très content de ne pas être à la place du législateur. Donc ça, c'est une première dérive. Deuxièmement, il peut se passer des situations complètement terribles où l'enfant est... Imaginons que l'enfant sort et qu'il est handicapé. Qu'est-ce qu'on va faire? À qui il appartient? Les parents n'en veulent plus. Enfin, c'est une hypothèse. Imaginons, bien sûr. La porteuse nous dit, mais attendez, il n'est pas à moi, il est à vous. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet enfant? Là, pour le coup, au lieu de se l'arracher, personne n'en veut. Voilà, et puis c'est pas M. Boujdjara qui me contredira, il y a quand même l'enfant, on parle beaucoup des parents, on parle beaucoup de ces histoires merveilleuses. Pour l'instant, on a parlé assez peu de l'enfant. Et il faut qu'on parle aussi de l'enfant, bien évidemment, on va y venir. Tiens, on va y revenir d'ailleurs tout de suite avec une question de Sandrine, parce que c'est une première réaction de téléspectatrice. Quelles peuvent être les conséquences psychologiques et physiologiques sur la mère porteuse et sur l'enfant? Sur l'enfant, je crois qu'on n'a pas encore assez de recul. On peut parler on a parlé des fécondations in vitro. Au début, on a dit les enfants c'est l'enfant de ses parents, donc il n'y aura pas de problème. On s'aperçoit au fur et à mesure du temps qui passe que ces enfants-là ont des problèmes psychologiques. Lesquels? Statistiquement, on s'aperçoit que ce sont des enfants qui sont souvent ont des problèmes à l'école, sont des problèmes caractériels, pas tous bien évidemment, mais je veux dire qu'ils sont pas, c'est pas un enfant idéal tel qu'on veut bien le dire parce qu'il est né dans un foyer avec ses parents. Donc il y a des phénomènes au niveau des enfants encore qu'on ne domine pas, et je crois qu'on n'a pas tellement encore trop de recul là-dessus. En Grande-Bretagne, il y a eu pas mal d'études psychologiques. Oui, mais moi, un peu de Suzanne Golombok a publié d'ailleurs aux dernières assises européennes de l'IFRI toute une étude qui comparait le don de gamètes, que ça soit don de spermatozoïdes ou don d'ovocytes, et aussi gestation pour autrui, adoption et enfants non normaux. Et le titre de l'étude, qui est la conclusion, c'est les enfants qui n'ont pas de lien génétique avec leurs parents vont très bien. Et la seule différence dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement on pouvait voir un petit écart, mais uniquement chez les personnes pour qui les parents n'avaient pas révélé à l'enfance les conditions de sa naissance. Ah oui, ça, on vit dans un secret de famille. Voilà. Je voudrais simplement dire aussi qu'il y a plusieurs types de grossesse pour autrui. Il y a plusieurs cas, je veux dire. Il y a le cas de Sandra, où elle était la mère génétique, c'était son œuf, c'était le spermatozoïde de son mari. Bien, c'est le premier cas. Il y a aussi le deuxième cas, où on va aller chercher un œuf d'un donneur, X, ou inconnu ou pas d'ailleurs. On va ensuite chercher une porteuse, on va féconder l'œuf avec le sperme du mari. On va ensuite le mettre dans un utérus d'une mère porteuse et on va récupérer. Donc c'est un deuxième cas, ça, enfin. Et enfin le troisième cas où la mère porteuse donne en même temps son œuf. Donc ce sont des cas qui éthiquement et psychologiquement, je crois, sont très différents. Et il peut se trouver des enfants qui finalement ont une première mère qui a donné l'œuf, une deuxième mère qui a porté et une troisième mère qui était intentionnelle. Donc on peut quand même se poser la question du devenir de cet enfant quand il sera grand et qu'il se posera la question. La deuxième partie de la question sur les conséquences sur la mère porteuse, Maître Boujdjara disait tout à l'heure, j'aime pas ce terme de mère porteuse, c'est pas une mère, c'est quoi alors? C'est juste un ventre? L'espace de 9 mois. Si elle n'est pas mère porteuse, moi je m'inquiète. Vous avez raison de le dire, c'est un ventre. Et là, on rentre dans le système commercial. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque profondément. Maître Boujdjara. Oui. Alors, sur la question de la qualification, je dis que celle qui est la mère qui mérite cette dénomination, c'est celle qui élève l'enfant. C'est la maman. C'est la maman. Moi, je l'appelle la maman. Plutôt. La maman. Et que celle qui donne son ventre. Moi, je parle d'un don. Je ne parle pas ni de prêt ni de location. Je parle d'un don. Et je pense qu'en cas de réforme législative, c'est vers cette orientation qu'on ira en France sur la question du don. Donc celle qui donne pendant 9 mois la possibilité à une autre femme d'être mère est une, on va dire, vous l'avez qualifiée de nounou. Je pense que c'est. Est-ce que ça veut dire que rien ne se joue pendant les 9 mois de grossesse? Est-ce que cette femme ne lui transmet rien
physiquement et psychologiquement. Mais la femme, je crois que... Est-ce qu'il n'y a pas une transmission de quelque chose pendant les 9 mois de grossesse? Je ne suis pas une femme et je vis ça tous les jours au quotidien. Je crois que porter un enfant, le sentir bouger, le voir sortir de son ventre, ça doit quand même faire quelque chose. Et c'est le moindre des choses. Et deuxièmement, on parle aussi de la mère porteuse ou pas porteuse. On a dit pas le nom de mère, mais il y a aussi la mère génétique. Qu'est-ce que vous faites de la mère qui est Mais il n'y a pas de transmission de capital génétique entre la mère porteuse et l'enfant. Non, mais on a dit qu'il n'y avait pas de mère. Là. Le mot mère n'existait pas, mais il y a aussi la mère génétique. Qu'est-ce qu'elle devient, celle qui a donné son ovocyte au départ? Est-ce qu'elle est mère? Est-ce qu'elle n'est pas mère? Justement, quelle est la mère? Nous demande Patricia, celle qui porte ou celle qui désire? C'est celle qui désire, c'est la mère d'intention. C'est elle qui devient la mère. Et justement, pour répondre à votre question, vous avez en fait permis l'ouverture du débat. Si on légifère sur la question, on définit avant le processus de la gestation pour autrui, le rôle, la participation de chacun. C'est-à-dire que pour éviter justement les dérives que vous dénoncez à juste titre et la marchandisation qui est un risque qui existe en ce moment sur notre territoire, il existe, il est incontournable. Moi, ce que je pense, c'est qu'on doit au contraire légiférer, définir la place de chacun dans ce processus et en amont faire comme aux États-Unis, en tout cas dans l'État de Californie, définir par un jugement de parenté qui dit ce que sont les fonctions de chacun et surtout la responsabilité, c'est-à-dire que l'écueil que vous énonciez tout à l'heure, c'est-à-dire à l'arrivée, on a un enfant qui ne ressemble pas à l'enfant qu'on a idéalisé. Eh bien, on est parents, ce sont les parents qui l'ont désiré, qui sont les parents. Il faut qu'on s'arrête, je pense, quelques minutes sur techniquement, médicalement, génétiquement, qu'est-ce qui se transmet entre celle qui porte et le bébé à naître? Rien. Est-ce qu'il y a des cellules qui vont de la mère porteuse au bébé? Non, il n'y a pas de transmission de capital génétique. Ça se fait entre l'ovocyte, le spermatozoïde, mais pas celle qui porte. Le mot porteur, ça s'applique parfaitement bien, c'est tout. En cas de gestation pour autrui, ce qu'il ne faut pas confondre avec la procréation pour autrui, parce que sous le vocable des mères porteuses, on recouvre deux situations qui ont rien à voir. Mais dans le cas où l'ovocyte vient de madame et le spermatozoïde du mari, le bébé sera un mélange de vos deux capitaux génétiques. Tout à fait, c'est un transfert provisoire. Et c'est pour ça que j'adhère totalement à cette situation-là. Moi aussi. Voilà.